Bonsoir tout le monde. Voici notre réunion mensuelle du comité permanent du Conseil. Nous allons passer la soirée à recevoir des présentations. Il n'y aura pas de décision prise par rapport aux présentations faites, mais il y aura des périodes de questions qui suivent. If there are those in the hall that Ceux et celles qui ont besoin d'interprétation simultanée, vous avez des appareils à l'arrière de la salle, vous pouvez aller vous en rechercher un. Je pense qu'il y a une présentation en anglais, je ne suis pas certain. Mais... il y a 3 présentations à faire. On va commencer avec la première présentation sur les Jeux de la francophonie canadienne 2017 par Joël Martin. Joël, à vous la parole. Ma petite présentation en marche, là, ça va me prendre une petite seconde. Bon, donc, merci de me recevoir ce soir. Le comité permanent, encore une fois, j'ai venu vous parler avant les Jeux. Là, on a eu les Jeux, on a eu un bel été, puis on a eu un beau succès avec nos Jeux. Ça fait que là, je viens un peu vous parler de ça, de comment ça s'est passé, puis la suite des choses. Donc, j'ai déjà eu une rencontre post-mortem avec Pauline, Luc, puis des employés du service des loisirs. Donc, eux sont déjà aussi mis au courant de comment ça s'est passé. Mais je voulais quand même venir vous faire part de nos succès. Donc, au niveau des opérations, les Jeux de la francophonie canadienne 2017 ont vraiment été organisés par et pour les jeunes avec une équipe qui a une moyenne d'âge de 21 ans. Je sais que j'avais venu faire la présentation avant les Jeux, puis j'avais pas tout à fait le calcul, puis je disais 25, mais là, j'ai vraiment fait le calcul pour le rapport final, puis la moyenne d'âge de nos employés était 21 ans. Mais c'était un critère de la Fédération de la jeunesse canadienne-française d'avoir des Jeux qui étaient organisés par et pour les jeunes. Donc, on est vraiment content que la Ville de Dieppe, puis la Ville de Moncton, l'Université, puis la FJFNB ont fait confiance à des jeunes, puis à une jeune équipe pour organiser cet événement-là. Je pense qu'on a été aussi capable de prouver qu'avec un petit budget puis une petite équipe pleine d'ambition, on est capable d'organiser un événement de grande ampleur. Fait qu'on a organisé ces Jeux-là avec un budget de 1,3 million. Puis le CO va terminer avec un bilan positif. Je pense que vous allez être contents d'entendre ça. Pauline était contente. Donc, on va avoir un surplus qui va être attribué divisé dans 4 groupes différents, donc la FJFNB, un fonds de bourse de l'université, puis 2 groupes qui seront à déterminer aussi par notre conseil d'administration, mais 2 groupes jeunesse des villes de Moncton et Dieppe. Donc ça, c'est une décision que notre comité organisateur va prendre ensemble où on va attribuer ces fonds-là. Bien entendu, on est en train de travailler sur les bilans financiers. Ça fait que j'ai pas de chiffre exact pour vous sur le surplus, mais c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de déficit. Donc ça, c'est la nouvelle importante. Je pense que la structure communautaire de notre événement est un modèle gagnant au niveau de la gouvernance, d'avoir les 2 villes qui siègent sur un conseil d'administration avec les partenaires clés. Ça a fait en sorte qu'on a pu outiller des gens de la communauté comme moi, par exemple. Ça a créé de l'emploi, puis ça a donné des expériences de travail à des jeunes qui vont par la suite certainement bénéficier aux prochains événements qui s'en viennent parce qu'il va y en avoir d'autres dans les prochaines années. Donc, au niveau des opérations, ça, c'est nos grands succès. Aussi, un de nos grands succès, c'est qu'on avait 660 bénévoles présents au jeu. Donc, je suis sûre et certain qu'il y avait beaucoup de gens de la communauté de Dieppe qui étaient là pour faire du bénévolat en français avec nous pendant la semaine des Jeux. On a pu toucher 1165 jeunes et participants qui se sont déplacés pour l'événement. Donc, d'avoir presque de la moitié des participants, d'avoir le nombre de... Je vais reprendre ma phrase. On avait 1165 participants, mais on avait 660 bénévoles. Ça fait qu'on avait presque 50% du nombre de bénévoles en participants. Je sais pas. En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. On avait beaucoup de bénévoles. Quasiment un bénévole pour 2 personnes. Donc, je veux en profiter de la tribune pour dire merci aux citoyens des 2 villes, puis même des gens qui sont venus de l'extérieur pour venir faire du bénévolat, parce que ça n'aurait pas été possible de gérer un aussi gros événement avec pas de bénévoles. Au niveau de la programmation, on a eu le grand succès qui ressort de la part des jeunes qui ont participé, c'est que nos compétitions étaient toutes sur un site. Le site de l'université a grandement été apprécié.
Mais il a fallu déplacer une des compétitions à l'école Mathieu Martin, une journée où il mouillait. Le basketball 3 contre 3, ça ne peut pas se jouer à l'extérieur quand il mouille. Donc, on s'est déplacé à l'école Mathieu Martin. Puis les infrastructures, là aussi, ont grandement été appréciées pour le basketball 3 contre 3, mais aussi pour l'hébergement parce que les jeunes couchaient là, dans les classes, les soirs. Puis, on a eu 2 soirées sociales aussi à Dieppe. Donc, dans le cadre du Mercredi Chaud, on a organisé un spectacle de la francophonie en partenariat avec le Mercredi Chaud, puis je pense que ça a été un succès. Ça aussi, les jeunes étaient au rendez-vous, dynamiques, puis la programmation était appréciée de ce côté-là. Puis on a aussi eu la cérémonie clôture qui a eu lieu ici même à Dieppe, à la place 704. Encore une fois, de très bons commentaires sur la disposition de la scène, comment on a géré l'espace, réservé un espace pour les jeunes, tout ça. Ça a vraiment été apprécié de la part de tout le monde. Maintenant, au niveau des communications, on a eu une couverture médiatique au-delà des attentes. Notre bureau de communication n'a pas fourni toute la semaine à répondre aux demandes d'entrevue, donc ça a été grandement médiatisé, non seulement à cause de notre slogan qui fait parler beaucoup de gens, puis c'est correct parce qu'il faut avoir des discussions, puis si on peut faire partie d'un mouvement social puis engager des discussions dans la communauté, au travers de des événements qui sont habituellement... Il n'y a pas vraiment grand commentaire à avoir sur un événement, mais là, on a été capable d'en brasser la cabane avec notre slogan. Je pense qu'il faut continuer à avoir confiance à la jeunesse dans le choix de ce genre de décisions-là qui peuvent avoir un impact puis apporter une réflexion sociale par la suite. Ça fait... Nous autres, pour nous, c'était notre meilleur coup de marketing. Là. C'était notre slogan d'avoir fait confiance à la jeunesse pour ça aussi. Puis ça l'a fait beaucoup parler des gens, puis ça l'a fait beaucoup réfléchir des gens aussi. Donc, j'aimerais terminer, puis je vais vous laisser me poser des questions. Là. Ça me ferait plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais je vais terminer en remerciant la Ville de Dieppe pour sa belle collaboration dans notre projet. Les jeux ont été un succès sur toute la ligne. Là. Je suis pas capable de vous mentionner quelque chose qui a été mal, honnêtement, au niveau de l'alimentation, le transport, l'hébergement, le déroulement des compétitions. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de pluie, il y a eu du vent, il y avait du soleil. Quand il faisait trop chaud, il y avait des nuages qui apparaissaient. C'était les conditions idéales pour avoir un événement cette semaine-là, du 11 au 15 juillet 2017. Puis... dans le fond, au niveau de la planification puis la préparation à l'événement, on n'aurait pas été capable d'organiser ça sans la Ville de Dieppe. Puis, encore une fois, je vais mettre l'emphase sur le fait qu'on va avoir un bilan positif. Puis qu'on va être capable de faire un leg dans la région après d'avoir reçu un autant bel événement puis d'avoir donné le goût à ces jeunes-là d'aller vivre en français après ça dans leur communauté. Un grand merci aussi de m'avoir prêté un espace de travail. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, là, mais j'ai partagé des bureaux au 2e avec l'équipe des loisirs pour un certain temps quand j'étais la seule employée au jeu. Puis je voulais vous remercier pour ça aussi parce que je me sentais chez nous à Dieppe. Puis même si j'avais pas d'équipe encore concrète à ce moment-là, je sentais que je faisais partie de l'équipe ici. Puis ça, c'est grandement apprécié. Puis juste pour vous dire que si les prochains événements sont prêts à s'organiser, puis les partenaires sont prêts à s'impliquer autant qu'ils se sont impliqués dans les Jeux de la francophonie canadienne, ça promet pour les prochains événements à la Ville de Dieppe. Donc, je prendrai vos questions s'il y en a, ou vos commentaires. S'il y en a qui ont participé, vous pouvez partager votre expérience aussi. Excusez. Bien, merci, Mme Martin. Cette présentation est importante pour nous de savoir tous les bons résultats que vous avez obtenus. Chapeau pour tous les gens qui t'ont aidé, les bénévoles, etc. Une question que je voudrais te poser, c'est que tu as mentionné qu'il y a un surplus budgétaire. Il y a des argents qui vont être séparés ou divisés. Est-ce que ça ne serait pas une idée de ces fonds-là pour être investis pour le futur, pour les équipes, par exemple, l'équipe Nouveau-Brunswick qui va peut-être participer dans d'autres Jeux canadiens, leur donner un coup de pouce parce qu'ils ont toujours besoin d'argent, quand ils viennent à partir, ces équipes-là, ils n'ont pas tout le financement en place. Suggestion. La suggestion est reçue, puis je vous dirais même que
l'argent, ça a déjà été déterminé avant qu'on commence. S'il y a un surplus, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a un protocole d'entente entre les 4 partenaires pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces argents-là, s'il y en a. Puis le constat était que l'argent devrait être redonné à la FJFNB, puis plus spécifiquement un fonds pour aider la délégation du Nouveau-Brunswick à participer dans les prochains Jeux de la francophonie canadienne. Ça fait au niveau de la FJFNB, c'est vraiment là que l'argent va aller. C'est pour aider l'équipe Nouveau-Brunswick justement à faire du meilleur recrutement puis avoir plus de ressources pour continuer dans d'autres jeux. Maintenant, pour ce qui est des autres les associations et groupes à qui on va redistribuer l'argent, je prends votre commentaire puis je l'apporte au conseil d'administration. Puis c'est eux qui vont faire la décision finale, mais merci beaucoup. Et merci. Et l'autre chose que je voulais rajouter, j'ai eu l'occasion de suivre les activités, quelques activités moi-même. Il y avait une dynamique, c'était vraiment plaisant. On sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Et puis même lorsqu'on a eu la rencontre ici au Mercredi Show, on voyait tous les jeunes, c'était toute beauté. C'est que ça nous, je me disais, je parlais de ça avec différentes personnes qui étaient à mes côtés. C'est que c'est une parallèle pour nous de voir qu'est-ce qui va se passer en 2021 lorsqu'on va accueillir les Jeux internationaux. On voyait, ça faisait un gros groupe, mais on parle de quoi, 1100 jeunes? Ouais. Ouais. Avec les coachs, etc., c'est bien plus, mais en 2021, on peut multiplier ça peut-être par 10 fois. Techniquement, ça va être 3 fois plus. Ouais. 3 fois plus. Hey, Ouais. Ça va faire du monde. C'est ça. Madame Cormier, je te vois faire la tête. Puis des milliers de bénévoles, là, des milliers de bénévoles. C'est quand même incroyable le montant de bénévoles requis pour 2021. Je pense que c'était ça l'objectif. Dans le fond, quand la Ville de Dieppe a décidé de recevoir les Jeux de la francophonie canadienne, les Jeux de la francophonie de l'OIF 2021, c'était même pas tangible, là, tu sais. Mais je pense que le fait que le CA d'événements Sud-Est qui a organisé les Jeux de la francophonie canadienne a vu le plein potentiel de la structure qu'on avait mis en place pour 2017. Puis ils se sont dit, on est capable de faire 2021. Fait si on continue sur la même ouverture, ça va être un succès en 2021 aussi. Merci. Conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire adjoint. Joël, je te remercie beaucoup pour ce rapport. Comme le conseiller Brideau l'a dit tout à l'heure, bien souvent, on a une présentation avant l'événement, puis par la suite, on n'entend pas parler. Mais je suis vraiment fier de voir le succès que vous avez eu avec ces jeux-là. Puis on a pu le constater pendant les jeux auxquels on a participé. Et puis, félicitations pour le franc succès. Et merci beaucoup. Je savais qu'on pouvait confier un projet comme celui-là aux jeunes et que ce serait un succès. Mm-hmm. Alors, bienvenue pour les Jeux de la francophonie internationale. Merci beaucoup. Conseiller Cormier. Merci, M. le maire adjoint. Une question. Est-ce que les 10 provinces canadiennes et les 3 territoires étaient représentés lors de ces Jeux? Oui, pour la première fois depuis 2005, tout le monde était là, incluant le Nunavut. Puis, Territoire du Nord-Ouest a brisé des records des Jeux, brisé des records de nombre de médailles. C'était incroyable de voir les territoires autant bien performer dans nos Jeux. Puis, je pense que c'est brillant pour l'avenir de la francophonie partout au Canada, là, pas juste au Nouveau-Brunswick, mais il y a vraiment des francophones de partout qui ont brillé pendant les Jeux. Conseiller Arsenault. Merci, M. le maire adjoint. Encore félicitations pour votre grand succès, mais je serais curieuse de savoir, d'après votre budget, est-ce que vous avez fait un bon profit? Est-ce qu'on peut savoir combien d'argent vous avez fait là-dessus? Bien, c'est ça. Le but, c'était pas de faire de l'argent, c'était de dépenser chaque dollar. C'est juste qu'on a été vraiment chanceux qu'il n'y a pas eu d'imprévu. On a été chanceux qu'il a fait beau. On a été chanceux que certains individus nous ont donné des rabais, qui ont décidé par la suite, « Wow, moi, c'est le genre de choses que je vais m'impliquer dedans, je vais vous donner un beau petit rabais. » Puis
Puis c'est comme ça qu'on a fait notre surplus. C'est vraiment, on avait des argents de côté en contingence au cas où il y aurait un déluge, au cas où il y aurait un gros imprévu, au cas où on aurait un fournisseur qui nous laisse aller à la dernière minute. Fait qu'on était prêt à absorber ça. Puis je peux pas m'avancer sur des chiffres parce que je veux pas vous induire en erreur, mais on est vraiment en train de travailler fort avec nos vérificateurs puis notre comptable pour vous donner ça le plus vite possible. Puis mon objectif, c'est être capable de remettre ça à Pauline qui pourra le remettre au conseil avant la fin du mois d'octobre. Formidable. Puis votre slogan, c'est vrai que ça a fait beaucoup de pourparlers. Oui. Right Fier, c'était quelque chose que tout le monde a eu à discussion. Oui. Vous avez fait du beau travail, on vous en félicite. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Mélanie, félicitations pour le travail que tu as fait avec ton conseil et surtout tous les bénévoles, y inclus ceux-là de la région qui ont participé. La ville de Dieppe peut être fière de ton travail. Ça augure bien pour 2021. J'espère que tu seras à l'entour pour nous donner un coup de main, sinon être particulièrement engagé dans l'organisation de cet événement-là. Si vous avez d'autres commentaires à faire avant la fin, allez-y, c'est le moment. Non, ben je vais finir sur un merci, puis je vais vous dire à la prochaine, là, parce que j'ai pas fini de venir vous parler de des événements ici au conseil municipal, je pense pas. C'est vraiment ma passion, puis j'ai découvert ça grâce à une opportunité comme les Jeux de la francophonie canadienne. Donc, merci beaucoup. Peux-tu le drapeau des Jeux, qu'est-ce qui arrive avec... qui a gagné les drapeaux? Le Nouveau-Brunswick a gagné le drapeau des Jeux. On porte, en fait, la philosophie des Jeux, c'est beaucoup moins axé sur les résultats. Là. C'est sûr que la compétition, c'est juste une excuse pour échanger en français, mais il y a quand même une compétition. Puis c'est le Nouveau-Brunswick qui a remporté le plus de points dans les 13 disciplines et dans les 3 volets. Il y a le Manitoba qui a gagné le prix de l'amitié, qui est voté par les pairs. Donc, les pairs décident quelle délégation était le plus fly et cool, buzzante, le fun à socialiser avec. Donc, le Manitoba a gagné ça. Puis, les territoires du Nord-Ouest ont gagné le prix de l'amélioration parce qu'ils se sont vraiment dépassés. Il y avait un jeune coureur en athlétisme, là, potentiel olympique, là, qui a battu des records des Jeux de la francophonie canadienne. Sur notre piste, on a une piste de haut niveau, là, on s'entend. Fait que c'était vraiment beau à voir les jeunes se dépasser, puis surtout les jeunes des territoires francophones. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Notre prochaine présentation, c'est le Music IQ Club, Children's Music Foundation. Jim Mullen, would you come to the podium, please? Veuillez vous avancer, s'il vous plaît. Bonsoir et merci, conseiller, pour me permettre de vous présenter un projet excitant que nous proposons pour la ville de Dieppe, en partenariat avec le club garçons et filles de Dieppe. Le projet s'appelle Développement de la musique et c'est un programme hebdomadaire d'ateliers de musique qui sont interactifs et des ateliers qui est donné à les étudiants après l'école, apprennent à lire la musique, commençant à un jeune âge, mais jusqu'à l'école intermédiaire et secondaire. Ce programme est utilisé dans des centaines d'écoles à travers l'Amérique du Nord, un programme de jour, mais très peu d'écoles en moyenne qui utilisent ceci. Mais c'est hautement recommandé. Ça ne fait pas partie des programmes de jour. Les programmes des écoles ne contiennent pas ceci. La particularité de ce programme, c'est que ça développe un nombre d'habiletés et ça maintient les étudiants engagés dans le processus. Alors, si on passe à la prochaine acétate, j'ai oublié de
tourner les assistants. C'est content d'organiser. C'est quelque chose qu'on a déjà, qui connaît le succès dans plusieurs endroits. Nous avons des programmes après les heures d'école dans la région d'Halifax, Nouvelle-Écosse, dans plusieurs douzaines d'écoles, dans plusieurs écoles depuis 2007. En 2017, nous avons commencé ce projet ici qui offre ce programme semblable sans les dépenses, sans les frais. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est qu'il y a un impact pour le développement des jeunes. Ils peuvent développer un nombre d'habiletés en lisant la lecture, en jouant la lecture, dans leur apprentissage. Ça les tient engagés dans des activités hautement habilitées. Ce qu'on connaît de ce programme, c'est qu'on peut maintenir les enfants impliqués, engagés pendant des années avec cette approche sur l'acétate. Je vous montre la façon qu'on fait cela, c'est en utilisant une technologie innovatrice, en utilisant le logiciel qui est utilisé dans le contexte d'une classe de groupe. Et chacun a l'habilité de s'asseoir à un poste de musique et avec un logiciel interactif, leur apprend à lire et à jouer. Il y a du travail de groupe qui est plus traditionnel, chanter, danser, bouger à la musique. Et tout cela est compris dans la direction, avec la direction des enseignants, et les chefs de la classe sont entraînés ou formés. Alors, ça offre des développements d'aptitudes que vous verriez dans les leçons de piano privé. Alors, le développement d'aptitudes se maintient dans un groupe. Ce n'était pas disponible auparavant. Alors, l'approche s'appelle Club Musique, où nous utilisons des logiciels pour offrir des réactions à un nombre d'étudiants dans une classe collective et ils pratiquent entre les heures de classe. C'est la nature du programme que nous offrons. Ce que nous avons fait à Halifax, dans la région, en 2017. C'est que plusieurs de leurs clubs de garçons et filles ont commencé ce programme. Le conseil municipal a investi de l'équipement de laboratoire au début, et ensuite la Fondation de musique des enfants, dont je suis un représentant, a poursuivi un appui additionnel. Fondamentalement, continue à appuyer ce programme à chaque semaine, toute l'année. Payer pour la formation, payer pour des spécialistes qui viennent et livrent des cours dans des classes plus élevées. Et avec le temps, les étudiants progressent à travers les 3 premiers niveaux. Ils peuvent faire cela avec le personnel existant du Club des garçons et filles qui ont reçu une formation qui va continuer à être formés, et cela mettait le coût assez bas. Mais les enfants sont excités par la musique, ils sont très intéressés à bâtir leurs compétences et continuent à être impliqués dans ce programme. Alors on choisit quelque chose d'important qui auparavant n'était même pas considéré parce qu'il n'y avait pas de façon pratique de le faire. Nous avons prouvé que c'est un succès. Et ça offre une fondation forte pour les études futures de la musique, mais ça offre également, et l'étude démontre ceci, ça offre un intérêt dans la musique. Il y a certains aspects d'apprentissage pour jouer. Il y a de la musique qui nécessite une concentration et une autodiscipline. Et tout le succès apporte de la confiance. C'est le genre de programme que nous pouvons offrir. Et quelques autres détails ici sont sur les pages plus tard. Une chose qu'on veut faire, c'est de rendre ceci disponible aux jeunes et aux enfants qui autrement ne pourraient pas avoir accès à ces genres d'avantages, des avantages très avantageux. Nous l'offrons par les clubs de garçons et filles. Les clubs de garçons et filles ont de nombreuses familles qui se retrouveraient dans ces statuts socio-économiques inférieurs.
Un avantage du coût moindre, c'est que nous pouvons soutenir ce programme. Très souvent, les programmes d'art et musique sont dispendieux, très chers, et ça dure très peu de temps. Mais ce que nous proposons, dis-je, c'est un coût capital de 7 600 $ qui pourrait faciliter un programme pour plus de 100 étudiants, enfants et jeunes, au club de gastronomie à Dieppe. Permanent, jour après jour, année après année, pas de toute l'année, mais un coût initial. Et pour les ordinateurs qui sont nécessaires, pour les logiciels, pour les clés qui sont rattachées, pour le logiciel qui est utilisé dans l'ordinateur, ou la formation initiale pour la première année. Alors voilà la proposition initiale. Un aspect intéressant, c'est que nous pouvons commencer le programme, même dans l'année avant l'année élémentaire. On peut ouvrir sur l'écran, vous offrir une activité pour bâtir la confiance des jeunes. Ça les maintient impliqués. Il y a un impact avec le temps. Nous voyons dans les études qui sont revues depuis 20 ans, il y a un impact important sur l'accomplissement académique et on s'attend que ce sera un résultat continu. On a présenté ceci dans le matériel qui a précédé la présentation. Ça va être disponible après. Mais en résumé, vous pouvez voir certaines des créances de programmes que nous utilisons. C'est appuyé par les conservatoires, ils ont gagné plusieurs prix. C'est appuyé par la Fédération des enseignants américains pour représenter les programmes de musique du 20e siècle, 21e siècle. Et ça a reçu des mises à candidature, de mises à candidature. Et ils reçoivent des commentaires très positifs pour les jeunes qui deviennent des éducateurs. C'est aligné étroitement avec les objectifs pour la musique élémentaire. Alors, c'est créé très attentivement. Le coût de capital que nous mentionnons ici, c'est pour l'équipement, comme vous voyez. Et il y aura 8 stations en tout. Il y a une carte qui contient les stations. C'est fermé à clé lorsque c'est pas utilisé par des groupes, des classes de groupes. Les groupes permettront à 16 étudiants à la fois. Alors, les enfants sont par paire. Tout est organisé et testé. Le programme a été développé sur une période de 10 ans. Et c'est très efficace. Alors, il y a également la formation pour les chefs du programme. Les 3 premiers niveaux du programme n'ont pas de dépenses continues. C'est pour les clubs qui reçoivent ces étudiants-là. Alors, le partenariat avec les clubs de gastronomie est une bonne chose. Il n'y a pas de coût additionnel de déplacer les enfants ici et là ou de faire venir des personnes. Les personnes que nous faisons venir sont pour des classes spécialisées et nous prélevons les fonds des partenaires. En Nouvelle-Écosse, la Banque Dominion, Canadian Dominion, Thales Télécommunications, la Haller Advertising. Alors, ces partenaires corporatifs ou sociétaires nous aident à payer pour les coûts d'administration. Alors, 5 ans, il y aura un total de plus de 30 000 $ d'investis dans ce programme si c'est initié par la ville de Dieppe pour 76 $. C'est ça que nous proposons. Un programme que la Fondation de musique des enfants aura l'intendance et nous vous ferons un rapport. Je pense qu'on a couvert à peu près tout sur les diapositives, sauf peut-être pour la Fondation. Alors, en Nouvelle-Écosse, un des buts
c'était que les jeunes qui participent, qu'ils aient l'impression qu'ils apprennent la musique comme avec leurs amis. Ben, ça va pendant un petit moment, mais on a aussi un objectif pour eux. Alors, il y a un lien qui est fait avec le spécialiste qui vient pour les aider à apprendre des niveaux plus élevés avec, par exemple, des groupes musicaux, des bands. Alors, vous savez, ils peuvent prévoir, peut-être, ils peuvent penser même, peut-être, en fait, participer à des orchestres de jeunes qui ont besoin de nouveaux mondes et l'école de musique a besoin d'études d'élèves en musique. Alors, en Nouvelle-Écosse, peut-être, on a l'impression de pouvoir peut-être doubler le nombre d'élèves qui vont acquérir ce genre de compétences. Le nombre important d'élèves, parce que ça, c'est environ un 20e du coût ou du prix que coûterait une leçon de piano, par exemple, parce qu'on est capable de le faire en groupe et c'est ainsi qu'on a été capable de réduire le coût. Parce que les clubs de garçons et filles, en fait, s'occupent déjà de ces enfants après l'école. Et il y a des chefs de classe et ça aide à réduire le prix encore. Alors c'est quasiment un partenariat idéal et je m'attends à ce que ce soit une belle réussite. Et, bon, évidemment, le niveau d'appui de la part de communautés est vraiment très modeste. Et je pense qu'on n'aura pas de difficulté à trouver des commanditaires. Bon, est-ce qu'il y aurait des questions de la part du Conseil? Merci, Monsieur Marlon. Y a-t-il des questions? Conseiller Thibodeau. Micro, s'il vous plaît. Le micro de conseiller Thibodeau n'est pas allumé. Donc l'interprète n'entend pas la question. Excuse. The advanced program is available. Le programme avancé est disponible en français et en anglais. Des débutants, le programme est animé. Il n'est pas disponible en français encore, mais c'est un de nos buts. On a eu une offre du district scolaire francophone de la Nouvelle-Écosse et une fois que c'est disponible, le logiciel animé sera disponible en français. Oui, on pourra rendre disponible pour toutes les écoles en province. Alors c'est quelque chose sur lequel on se penche. Ça ne coûte pas des mille et des mille à faire, ça. Il y a environ 90 heures de leçons animées, donc c'est un investissement assez important. Ça n'a pas été fait encore pour les niveaux inférieurs. Que la ville de Dieppe, c'est une ville qui se dit francophone et fière d'offrir ses services à tous ses citoyens dans les deux langues officielles. Et puis, on ne voudrait pas commencer à offrir des services à nos jeunes enfants dans une seule langue. Non, je comprends. My mother was French. Ma mère était française, de la ville de Québec. Je ne le parle pas couramment. Alors, plutôt que de m'embarrasser, plutôt que de mal faire, je ne parle pas le français. Mais on voudrait vous rappeler que ces classes n'insiste pas qu'un élève n'est pas un élève qui s'assoit à un ordinateur. Il y a un enseignant qui mène à la classe. Et cet enseignant ou cette enseignante est francophone. C'est très clair que les leçons seront en français et que le logiciel sera, bon, au départ en anglais et ensuite éventuellement en français. Vous dites que les programmes sont alignés avec les curriculums provinciaux du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Comme vous savez probablement, au Nouveau-Brunswick, on a la dualité en éducation. Alors, on a deux programmes différents qui sont pas nécessairement le même. Alors, est-ce que c'est aligné avec le programme, le curriculum anglophone ou le curriculum francophone? It's a good question. C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne suis pas prêt à répondre à cette question. Je ne suis pas sûr. Nous avons fait des recherches sur le curriculum anglophone. Cependant, selon ce que nous savons,
on pourrait relier ça avec tous les programmes en Amérique du Nord. Donc, lorsque on a commencé avec le programme en Ontario, on a réussi à avoir 95 ou 94% sur 100% avec l'aide des enseignants. Il faut se rappeler que il y a quelqu'un qui est dans la classe. Et si c'est dans une école, l'enseignant peut prendre le matériel et en fait le relier correctement avec le programme scolaire. Donc à l'intérieur de l'école, ce matériel est utilisé bien utilisé et en rapport avec le curriculum. Alors par rapport à l'expression culturelle de la musique, nous avons beaucoup de musique francophone dans le logiciel. En fait, ça a été publié en France, donc il y a eu une grosse contribution d'une centaine de morceaux sur les 900. Ça a été choisi par ces personnes-là en France. Nous avons préparé ce contenu pour que ça fasse partie du logiciel. Il y a aussi des aspects qui vous permettent d'importer d'autres programmes, d'autres éléments de répertoire d'ailleurs. Alors, écoutez, nous sommes très accommodants par rapport, par exemple, à la musique traditionnelle ou folklorique qui peut être important et on s'attend certainement à ce que ça ait lieu de plus en plus souvent avec le temps. Et les élèves, en fait, sont encouragés à créer leur propre musique aussi parce que c'est quelque chose que le logiciel permet avec leurs propres paroles, etc. Question. Est-ce que vous avez approché déjà le club de garçons et filles de la ville de Dieppe pour ces programmes? Oh, yes, certainly. Oui, certainement. Il y a quelques mois, nous avons présenté le programme au directeur du programme et au directeur général du club de garçons et filles de Dieppe. On a fait une demande de subvention. Ce que nous savons sur cette subvention, c'est qu'ils sont à la recherche de partenaires supplémentaires. On s'est présenté à une source seulement et nous n'avons rien reçu. Alors donc nous avons décidé d'aller chercher des partenaires supplémentaires. Nous avons reçu une lettre du club des garçons et filles de Dieppe et on leur a demandé de l'appui. C'est pour ça que nous approchons le conseil. Conseiller Cormier? No, actually, this. La question n'a pas été entendue. Réponse, en fait, non. Les compétences, c'est compétences de lecture de la musique. Donc le piano a été choisi comme l'instrument qui va aider à acquérir des compétences de base. On se sert des 10 doigts et puis on fait la lecture à vue. Donc la musique de piano contient tout le langage musical. Donc ça permet une transition facile vers un autre instrument. Lorsqu'on a parlé à des conservatoires, on leur a demandé quel est le meilleur instrument de base et d'une façon régulière, ils ont toujours indiqué le piano. Les deux autres avantages avec le piano en matière d'instruments de base, c'est que, on peut commencer beaucoup plus tôt parce que le clavier on peut accéder au clavier un enfant de 3 ans peut y commencer donc à faire la lecture, ce qui n'est pas la même chose pour d'autres instruments. Donc ils peuvent acquérir de la confiance bien plus tôt et c'est bénéfique. Alors, ça c'est une autre raison pour avoir le piano. Et la troisième raison, c'est que c'est un instrument qui peut être lié à un endroit USB à l'ordinateur et c'est beaucoup moins dispendieux de brancher un piano à un ordinateur sans coût supplémentaire. Ce piano, ce clavier que j'ai là, ici, c'est $100. Donc c'est rétroaction immédiate, utilisation immédiate.
si on se sert par exemple d'une guitare et d'un microphone, il y a quand même un petit décalage de temps de 2 ou 3 secondes, donc c'est pas correct. C'est pour ça que nous avons choisi le piano. Si vous considérez par exemple la voix comme étant un autre instrument, chaque enseignant de voix va demander à ses élèves d'apprendre le piano, qu'ils apprennent à lire la musique aussi. C'est très commun. Adjoint, Mr. Mullen, right? Yes. So, Mr. Mullen, this is a... Alors, Monsieur Marlin, comme j'ai dit sur le TELUS Community Board, que certainement on vous appuie. Je pense que vous avez probablement un bon programme. Alors, ma suggestion, si vous êtes capable d'aller chercher de l'appui du club des garçons et filles, c'est bien, parce qu'en fait, ils devraient être ici. Pour montrer leur appui. Il y a un autre système que nous avons, Systema New Brunswick. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'ai passé une après-midi avec eux. C'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a investi pas mal d'argent avec eux, des millions sur 500. Ils sont dans beaucoup de municipalités, de Riverview à... Ils ont l'appui du ministère de l'Éducation des deux côtés, anglophone et francophone. Donc je pense que certainement pour vous, ce serait une bonne idée de travailler peut-être avec Systema, une organisation qui connaît le Nouveau-Brunswick. Ça serait quelque chose, un ajout positif pour le club des garçons et filles de Dieppe. Oui, certainement, je vois possiblement à l'avenir une transition. Vous avez parlé de 3 points. Oui, le troisième point, c'est question sur les budgets, les 30 000 $. Ça, c'est déjà acquis. Non, sur l'exploitant, ça serait tous les coûts annuels. Ce que nous cherchons de la ville de Dieppe, c'est un coût unique de 7 600 $ qui permettra au niveau inférieur de commencer tout de suite du programme. L'équipement appartiendrait au club de garçons et filles et c'est nous qui fournirions la formation. Le reste est des 30 000 $. Ça serait la formation continue du personnel des clubs des garçons et filles. C'est nous qui aurions cherché les fonds pour ça. Donc on aurait cherché des commanditaires au Nouveau-Brunswick et c'est possible de le trouver à ce niveau-là. Mais ce serait dans les environs de 6 000 à 7 000 $ par an, ce qui est quand même un montant très modeste. Donc nous sommes très confiants de pouvoir trouver ce montant-là. Ça, c'était une réponse. Le Systema, je voudrais réagir à ça parce que nous avons pris le temps d'avoir une relation avec eux. On en est au départ, ils sont un petit peu inquiets par rapport à notre présence dans un certain sens et je comprends ce qu'ils font et j'appuie ce qu'ils font. L'avantage, par contre, ici, c'est que, disons, les autres villes, vous avez mentionné un montant provincial. Alors, il y a environ 800 étudiants, des jeunes et des enfants, ils ont une connexion avec l'orchestre des jeunes. Ça représente 1,6 million par an, 1,5 million par an. Le même nombre de jeunes auront les services au Nouvelle-Écosse, mais ce seront des enfants qui ont un niveau socio-économique inférieur à ça. Donc, ces 800 enfants recevront des services, ils recevront ce programme. En fait, pour moins de 100 000 $. Alors donc 10 à 15 fois moins cher que le programme Systema. La seule raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est que Systema, c'est différent. Ils maintiennent les jeunes pendant plus longtemps. Mais la raison, c'est que ces cadeaux, ce développement, cette acquisition de compétences, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les 10 ou 15% qui le reçoivent. Donc, si on peut aider les enfants qui traditionnellement ont des difficultés et leur donner ces bienfaits, alors en fait, ça va représenter un très bon rendement sur l'investissement. Et le rendement par rapport à Systema est aussi limité.
Alors j'aime le système, c'est des groupes de jeunes qui jouent le violon, les hautbois, etc. Et tous les instruments possibles et imaginables. Et ils ont des instructeurs qui sont sensationnels et je respecte beaucoup ce programme. Mais il y a des limites parce que c'est 15 heures par musique et les spécialistes sont là pendant 15 heures par semaine. Partout, donc c'est limité économiquement. Ici, ce que nous avons, c'est une innovation qui nous permet d'agrandir et d'aller toucher 2 fois plus d'élèves qui, en fait, pourraient par la suite participer à Systema. Ils auraient la base et ils pourraient se joindre à Systema. Alors ça, c'est une façon que ceci pourra s'intégrer à ça. Mais les coûts ici sont si peu élevés. C'est pas... on ne va pas toucher à leur financement du tout et on les a approchés pour qu'ils se servent de leur programme, pour qu'ils se servent de notre programme de base pour eux. Ça serait quelque chose de très efficace, ça les aiderait à faire en sorte que les élèves progressent plus rapidement. Et on pensait que ça s'intégrait très bien avec nous. Mais selon eux, c'était vraiment un peu trop demandé. Ils cherchent à prélever beaucoup d'argent et ils sont légèrement inquiets de cette nouvelle approche que nous présentons. Alors, ce que nous voudrions faire, c'est peut-être se faire accepter de cette façon modeste de faire les choses. C'est chaque semaine, à l'année longue, pour un investissement quand même assez modeste et qui présentera un bon rendement. Vous pouvez voir. L'idée, c'est une centaine d'enfants du club des garçons et filles. Combien de clubs de garçons et filles y a-t-il partout au Nouveau-Brunswick? On a touché 6 seulement. Il y en a 6 qui nous ont écrit pour nous demander le programme. Est-ce que vous savez combien de clubs il y a dans la province? Peut-être une dizaine, maximum, peut-être 10. Mais il y a d'autres centres communautaires avec lesquels on travaille. À Halifax, par exemple, on travaille avec une organisation, Halifax pour la musique, qui offre des services peu chers. Donc ça s'intégrait très bien avec ce que nous faisons avec le programme. Mais nous travaillerons avec n'importe qui, avec tout le monde. You've already answered. Vous avez déjà répondu à la question. Et je vous remercie des explications. Je pense que c'est tout pour les questions. Si vous avez quelque chose à ajouter avant d'aller de l'avant. Oui, on a hâte à travailler avec la ville de Dieppe. Et nous allons faire des suivis. Nous allons encourager votre participation dans ce projet. Et merci de l'occasion de présenter notre programme et de répondre à vos questions. Merci d'être venu. Maintenant, nous allons procéder à l'item 3 des présentations. C'est au sujet du secteur d'exécution des arrêtés. Ça va être présenté par Stéphane Simard, notre secrétaire municipal adjoint. Hein? C'est dommage. Son adjoint Nicole est là. Merci beaucoup, M. le maire suppléant. Donc, il y a quelques semaines, on a eu une demande particulière de la conseillère Arsenault de vous faire une présentation au sujet du secteur d'exécution des arrêtés. C'est une petite équipe. Ça va être probablement une petite présentation, mais ça me fait très plaisir de vous la faire. Ce que je vais vous présenter, c'est le personnel. On va parler un petit peu de la formation qu'ils ont, les fonctions qu'ils ont, qu'elles ont, parce que c'est 3 dames, qu'elles ont, les tâches qu'elles exécutent ici à la ville. On va parler du type de requête qui est traité ici. On va parler un petit peu de statistiques. Là. Vous allez voir quelques tableaux qui vont figurer dans la présentation. On parle de requêtes ouvertes, parce qu'on a un système, vous allez voir, on a un système de traitement des requêtes. On va parler des billets d'avertissement. Il
faut savoir que les agents d'exécution des arrêtés ne sont pas que des personnes qui donnent des contraventions, mais ils font aussi beaucoup d'éducation, puis ils donnent des avertissements. Et on va voir aussi les billets de contravention. Donc, je commence. Le secteur exécution des arrêtés, c'est formé de 3 personnes, comme je disais. Il y a 2 agents d'exécution des arrêtés qui sont Kylie Roy et Stécie Lausier, qui travaillent à temps plein. Il y a une coordonnatrice qui est Mme Nicole Melançon, qui est assise discrètement ici en arrière de moi. Et ils sont sous ma gestion, donc on est 4 personnes. Il faut savoir que les agentes d'exécution des arrêtés ici, il y a eu un temps où c'était des policiers qui étaient engagés par la ville, mais maintenant, c'est des agentes qui ont eu une technique policière du CCNB, donc qui n'ont pas travaillé dans le milieu policier, donc pas fait nécessairement de coercition. Donc, ça nous permet d'avoir des gens un petit peu plus orientés du côté de l'éducation. On a des gens qui ont étudié ici à Dieppe aussi, ce qui les a probablement amenés par ici. Il faut savoir, entre autres aussi, que les agentes d'exécution des arrêtés travaillent aussi avec Cap-Pelé et Beaubassin-Est. Vous savez qu'on a conclu des ententes avec ces endroits-là au cours des 2 dernières années. Ça a permis, entre autres, d'avoir une employée à temps plein, de combler son temps, et puis ça nous assure cette présence-là et cette expérience-là ici à la Ville. Je vais vous parler un petit peu de l'équipement que ces gens-là ont. On parle de vestes antiballes pour chaque agente. Il y a 2 véhicules qui sont assignés au secteur d'exécution des arrêtés. Et puis, ces gens-là, c'est des gens qui sont non seulement formés, mais qui prennent aussi de la formation là, à chaque année. Ils sont membres actifs du Atlantic Bylaw Officers Association, puis ils participent à la conférence annuelle à chaque année. Là-dedans, ils vont chercher des formations en communication, en sécurité publique, en santé mentale, en droit à l'accès à l'information aussi, évidemment, droit de la preuve, autodéfense. Ils apprennent comment monter des dossiers de cours, etc., prendre les bonnes photos, prendre la bonne preuve. Le type de requête qui va être traité ici à la Ville, vous allez voir, il y en a de plusieurs types. Il faut savoir d'abord qu'on a un logiciel, comme je disais tantôt, qu'on appelle actuellement ARFAN, qui avant a été GOP, puis qui avant a été RMS, donc c'est ARFAN. Ce logiciel-là sert à compiler des dossiers qui contiennent les renseignements personnels des plaignants. Ça parle de la localisation. On peut y décrire la plainte. On peut le classifier aussi selon le type de plainte. Par exemple, du bruit, des chiens dangereux, etc. Où il y a toute une série de catégories là, où on peut catégoriser les requêtes, ce qui nous permet aussi d'extraire des rapports et des résultats par rapport à ça qu'on peut compiler. Parmi les choses qui sont traitées par notre secteur d'exécution des arrêtés, tout découle des arrêtés que vous, conseil, avez adoptés. Donc, l'arrêté sur les nuisances. J'ai des exemples, la lumière d'un voisin qui éclaire dans une fenêtre, de la poussière qui provient d'une construction, etc. C'est le type de dossier qui traite en matière de nuisances. En matière d'arrêtés sur les rues trottoirs, à ce moment-ci, on parle de gazon. Vous vous souvenez, on a modifié la réglementation relativement récemment pour parler de hauteur de gazon maximale. On parle d'équipement de jeu dans les rues, de terre, de gravier dans la rue. On a des plaintes de ce type-là aussi. On a des plaintes pour des haies qui empêchent les gens de voir en sortant leur véhicule de leur cours. On parle de problèmes d'arbres, de problèmes d'enseignes sur des poteaux qui ne respectent pas nos arrêtés. Par exemple, sur des poteaux électriques, des choses comme ça. Autres éléments qui sont couverts par le secteur d'exécution des arrêtés, on parle de circulation et stationnement, bien sûr. On parle de stationnement interdit dans les rues et de véhicules lourds principalement. On parle aussi de l'arrêté sur le contrôle des chiens et des animaux dangereux. Donc, chiens errants, plainte d'excréments, on a ça, plainte d'aboiement puis de morsures. C'est tous des domaines dans lesquels on fait des interventions.
D'ailleurs, on a de la formation. Ces dames-là ont de la formation par rapport aux interventions qu'ils font en matière de chiens dangereux. On fait beaucoup aussi d'interventions par rapport à l'arrêté sur les déchets. On parle entre autres de mauvais sacs placés pour la collecte. Là, vous savez qu'en 2016, on a changé. On est passé au système à 3 sacs. Vous allez voir tantôt les chiffres que ça a donné. Là, ça a eu un impact sur le nombre de nos interventions. On s'occupe aussi des foyers extérieurs. Là, c'est écrit avant l'émission, mais c'est après l'émission du permis. Donc, on va faire une inspection, voir si le foyer extérieur est situé à une distance suffisante, si les protections nécessaires sont là. Donc, c'est nos agents d'exécution des arrêtés qui font ces visites-là. Donc, on passe aux statistiques. Donc, je vous ai parlé tantôt des requêtes. Évidemment, tout n'est pas sujet à requête. Là. On va faire des interventions des fois sans nécessairement ouvrir des requêtes, mais pour ce qui est du nombre qui a été ouvert en 2016, vous pouvez voir, là, on en a 757 requêtes ouvertes. Généralement, ça comprend à peu près tout ce qu'on couvre, ce que je vous ai dit tantôt, à l'exception de la circulation. Là, il n'y a à peu près pas de dossier de circulation dans le nombre de nos requêtes. Là, on parle de 2016. Vous voyez, c'est assez bien réparti. Comme je vous disais, déchets a pris un petit peu plus d'importance l'année passée, là, à 19 % par rapport aux autres. Mais c'est en gros le nombre d'interventions, de requêtes en fait, qu'on a d'enregistrer dans notre système ARFAN. J'étais curieux de savoir le nombre de billets qui étaient émis en 2016. Je voulais savoir par rapport aux périodes de l'année, s'il y avait des périodes d'année où on émettait plus de billets que d'autres. On peut voir là, le premier 3 mois, 188, le deuxième, 237, l'été, 251, puis curieusement, l'automne, 335. Billets d'avertissement, j'en ai parlé tantôt. Si je reviens tantôt, comme vous pouvez voir, c'est écrit ici, on a émis en 2016 1011 billets, soit 278 avertissements, donc c'était simplement des avertissements, puis 733 contraventions. Donc, pour ce qui est des avertissements, on a les domaines ici, c'est principalement en matière de circulation, comme vous pouvez voir, et de véhicules lourds également. Là, on parle de stationnement dans les rues. On parle aussi de stationnement d'hiver, des choses comme ça. Nous, le stationnement principal, c'est ici, dans le centre-ville, qu'on gère ça, mais on le gère aussi partout sur le territoire de la ville. On voit la répartition, d'ailleurs, des billets d'avertissement pour ce qui est... on voit ça dans le cercle à droite, là, on voit la place 1604, 34 % des billets d'avertissement, donc on n'émet pas que des contraventions. On avertit les gens beaucoup dans ce secteur-là aussi. Le marché, seulement 7 % et le reste, 59 %. Billets de contravention, ça, c'est les billets de contravention en bonne et due forme pour lesquels il y a une amende à payer et laquelle va aller en cours là, si l'amende n'est pas payée. Donc, on en a émis en 2016 733. Vous voyez, c'est presque exclusivement en matière de circulation. Et on peut voir aussi pour les billets de contravention émis que c'est principalement à la place 1604. Et au marché, si on inclut le 8 %. Les agents d'exécution des arrêtés ne font pas qu'exécuter les arrêtés. Ils ont d'autres tâches aussi qu'on peut voir ici, là, la livraison des avis de coupure d'eau pour le service des finances. Donc, quand il y a des gens qui ne respectent pas l'arrêté sur l'eau et l'égout, qui, par exemple, ne payent pas leur facture d'eau d'égout, il va y avoir coupure d'eau, puis avant ça, on va les avertir. C'est les agents d'exécution des arrêtés qui vont livrer des avis. Les agents d'exécution des arrêtés, comme vous pouvez voir, procèdent aussi à la livraison mensuelle des paquets aux membres du CCU. Ils s'occupent aussi de la prise de photos pour l'évaluation des dossiers des autres services, ingénierie, incendie, planification et développement. Donc, les gens des autres services, de temps à autre, vont requérir les services de nos agents d'exécution des arrêtés pour prendre la preuve, pour aller faire des photos. Et comme j'ai dit tantôt, ils vont aussi s'occuper de préparer la preuve puis les dossiers pour la Cour. Ils ont de la formation dans cette matière-là. Et voilà, c'était ma courte présentation. En conclusion, les agents sont des personnes formées et compétentes qui exécutent un travail difficile,
mais important d'éducation et de mise en œuvre des arrêtés adoptés par le Conseil. C'est important de se rappeler que par leurs interventions, les agents contribuent à une meilleure sécurité et un meilleur environnement pour la population de Dieppe et ses visiteurs. On peut recevoir vos questions. Madame Melançon peut répondre aussi à vos questions si vous en avez. Merci, M. le maire adjoint. M. Simard, juste que ça soit clair dans mon esprit, dans la section des services, 34 des services, ça comprend quoi? Ça veut dire quoi, ça, en gros, là? Vous avez ça à la page 18. Oui, je n'ai pas la pagination que vous avez ici. Est-ce que c'est cette page-là ici? C'est celui-là. Là. Bien, comme vous pouvez voir, les billets d'avertissement, on parle de billets d'avertissement ici. Ça, c'est quelqu'un qui est stationné plus longtemps qu'il faut? Ah oui, ça arrive, oui, ou un chien qui n'est pas attaché, ou une chicane de clôture. Il y a toutes sortes d'interventions, souvent c'est mineur, ou par exemple, plainte de bruit. Quelqu'un a installé des cloches, des wind chimes dans sa cour, puis ça fait du bruit pour ses voisins. C'est ce genre de choses-là pour lesquelles on va intervenir ici à la Ville. Merci. Conseillère Arsenault. Je suis vraiment fière d'avoir de l'information sur ce sujet. Merci beaucoup. Je suis portée à parler d'argent ce soir. Je demande des questions sur l'argent. C'est combien l'amende? Si on donne une amende, ça serait combien? Et, les amendes varient, mais les amendes pour stationnement, j'imagine que vous voulez savoir? Oui, pour stationnement ou s'il y a d'autres amendes, il y a une variété de... C'est 30 $. 30 $? Pardon? Oui. C'est mieux d'approcher. Bonsoir. Oui, 30 $ la circulation routière, rue et trottoir, gazon, disons, enseigne poteau électrique, tout ça, c'est 240. Les chiens et le reste est 140 minimum. C'est beau, je suis bien fière d'entendre ça. L'autre question, est-ce que vous faites, excusez-moi, je ne sais pas penser au mot français, du towing, là? Est-ce que c'est vous autres qui donnent cet ordre-là de venir chercher un auto s'il ne veut pas décoller de l'endroit où il est stationné? Si qui est abandonné sur la rue, oui. Pendant le déneigement hivernal, c'est les répartiteurs qui peuvent appeler à Tow Group. C'est une association qui travaille pour les compagnies de remorquage l'hiver. Est-ce que, puis je ne sais pas si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, est-ce que vous avez des barres là, qu'on peut mettre dans la roue de l'automobile là, pour le barrer pour pas qu'il saute? Non. OK. L'autre question, ça me surprend que les jeunes femmes portent des vestes anti-balles. Pas toujours. Pas toujours? Non. C'est dans certaines circonstances. C'est plus souvent la nuit, quand ils vont faire de la patrouille de la nuit pour la saison hivernale, ou disons qu'on a un dossier chaud sur un lieu inesthétique, bâtiment dangereux, et qu'on a déjà fait affaire avec la personne en premier, là. Puis le conseil, s'il faut y retourner, ça arrive à quelques reprises qu'il fallait pour leur sécurité, parce qu'ils se sont sentis mal à l'aise au début de la première rencontre. Est-ce que vous avez des instruments de défense comme un arrosoir ou un bâton ou quelque chose? Non. Un chien qui essaie de vous attaquer ou quelque chose? Non, on a démontré qu'on pouvait tout utiliser. Disons qu'on a tous des cartables. Là. Ça fait que si un chien s'en vient par toi, ben c'est ça ta première défense. Ça fait qu'on a déjà tout appris le self-defense, là, autodéfense, puis tout ça. Ça fait qu'on a toute la formation comme ça. Ça fait qu'on se sent pas mal à l'aise, là, parce que on n'est quand même pas des membres de la GRC. Donc, ça peut arriver que vous vous êtes fait mal par quelqu'un qui était négligent, là. Non, il y a un agent qui s'est fait mordre, par exemple, par un chien. Mais regarde, ça arrive, là. La madame disait, non, il est correct. Mais en fait, compte... Ouais. Un gros merci. J'apprécie beaucoup la présentation. Il n'y a pas de quoi. Si je peux ajouter aussi, on a aussi accès aux services de la GRC quand c'est trop dangereux aussi. Oui, ils collaborent avec nous habituellement. Pas d'autres questions? Merci. J'aimerais avoir peut-être une réponse à ceci. Vous avez 700 contraventions de circulation
en 2016. Combien de ceux-là ont été en cours? Est-ce qu'il y a eu des cas de cours? Oui, on en a eu. On en a eu très peu. Je vais encore inviter Mme Melançon. Je serais curieux de savoir c'est combien de l'expert. contestations qu'il y a eu. Ouais, j'ai pas vraiment la réponse, mais majoritairement, ils vont payer parce qu'ils ont 30 jours à payer, mais d'habitude, on ne procède pas à la cour avant 3 mois. Ça fait qu'on a peut-être une vingtaine de ceux-là. C'est plus les billets de saison hivernale ou même ceux mobilité réduite. Mais majoritairement, les billets sont payés, là. Puis si ils se rendent à la cour, puis sont trouvés coupables, que la majorité à 99% sont, qui ne demandent pas un procès, le montant monte à 70. Puis là, c'est la sécurité publique qui prend ça en main, puis il nous envoie 60, puis il garde 10 $ pour frais d'administration. Puis ça, eux autres, ils sont obligés à payer. Sans ça, ils vont perdre leur permis de conduire. Ça fait que ça, c'est quand tu t'en vas renouveler ton permis ou ta plaque d'immatriculation, n'importe quoi, comme tu es obligé de payer. Sans ça, ils vont pas le renouveler, là. Est-ce que la majorité des contraventions sont au centre-ville, samedi matin, la plupart du temps? C'est plus au centre-ville, là, je vais vous dire vraiment, honnêtement, c'est mobilité réduite. C'est ça, le plus grand nombre de billets émis, c'est dans les espaces de mobilité réduite ou le 2 heures, là, mais majoritairement, c'est mobilité réduite. D'accord. Merci. Pas d'autres questions? Dernier commentaire, Stéphane? Vous avez quoi? Non, rien de particulier. J'espère qu'on a répondu à vos questions. OK. Merci beaucoup. Les 2 autres items que vous avez sur votre ordre du jour, il n'y a rien de nouveau pour les 2 items. Donc, c'est la dernière présentation qu'il y avait ce soir. Donc, je remercie tout le monde, les citoyens, d'avoir participé pendant votre heure de souper à nous écouter. Et la prochaine réunion du Conseil va avoir lieu la semaine prochaine. Merci et bonsoir.